Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et vos proches. Je me présente, je suis Mohamed Karim Azib, enseignant-chercheur en management à la faculté des sciences économiques et de gestion du Tunis. Avant tout, je tiens à remercier Esprit School of Business pour cette opportunité de partager avec vous, à travers cette visioconférence, un certain nombre d'idées, de concepts et d'orientations concernant le thème d'aujourd'hui, à savoir les enjeux de l'action managériale face à l'évolution de l'environnement des affaires, à travers les ambitions, les impératifs et les orientations à envisager. Avant tout, l'action managériale repose sur trois piliers. Une mentalité, c'est-à-dire un état d'esprit, une culture, une éthique. Un comportement, ça veut dire l'attitude manifestée à l'égard de l'environnement et des partenaires avec lesquels nous sommes en relation. Et une procédure, une technique, une méthode de travail en vue d'atteindre l'objectif escompté. Manager implique la possibilité d'avoir une certaine liberté de pensée et une flexibilité dans l'action. Mais l'action managériale est confrontée à des enjeux à maîtriser. Lorsqu'on parle d'enjeux, cela veut dire que le résultat de la décision ou de l'orientation ou de la stratégie envisagée n'est pas garanti. Mais qu'est-ce qu'on connaît alors? On connaît nos ambitions, c'est-à-dire les finalités poursuivies par le management. On connaît les contraintes, les éléments, les impératifs qui limitent l'action managériale. Mais on connaît aussi, on essaie de déterminer la marge de manœuvre. Quelle solution faut-il adopter? Quelle orientation faut-il suivre? En effet, l'action managériale ou l'enjeu de l'action managériale a pour ambition la création de valeur, la satisfaction des intérêts des stakeholders, la valorisation des ressources tangibles et intangibles. Mais cette action managériale est confrontée à des contraintes d'ordre matériel, d'ordre institutionnel, d'ordre informationnel, mais aussi d'ordre technologique. Compte tenu des ambitions et face aux contraintes qu'il faut gérer et avec lesquelles il faut composer, il y a une certaine marge de manœuvre. En effet, la marge de manœuvre se manifeste à travers des solutions et des orientations à envisager, en matière d'ouverture et d'intégration dans l'environnement, en matière de pratique de l'intelligence économique et de la veille stratégique, par la pratique d'une gouvernance loyale, par l'implantation d'un système managérial. Et lorsqu'on dit système, ça veut dire un ensemble de composantes qu'il faut coordonner et qui interagissent ensemble. On verra de quoi s'agit-il. À travers le pilotage par la performance, n'oublions pas que la finalité de l'action managériale, c'est la création de valeur dans toutes ses dimensions. Mais on ne peut créer de la valeur que par l'adoption d'un leadership mobilisateur, des ressources humaines disponibles et mobilisables. Ces ressources humaines doivent faire preuve, certes, d'expérience, mais surtout de compétences. Et ça passe par la valorisation du knowledge management. Les entreprises, aussi d'aujourd'hui, évoluent dans un e-environnement caractérisé par le développement des technologies d'information et de communication, par le développement du digital, du numérique. Il fallait par conséquent envisager la conduite de la transformation digitale. Et lorsqu'on dit conduite d'une transformation, cela implique le management du changement. À part les enjeux à maîtriser, l'action managériale doit relever un certain nombre de défis. Premier défi, la réactivité, ça veut dire la rapidité de la réponse face aux évolutions de l'environnement. Deuxième défi, c'est être capable de suivre la mutation des valeurs en proposant un produit compatible avec l'évolution des préférences, des besoins et des attentes des consommateurs. Le troisième défi, c'est la capacité aussi à suivre les progrès technologiques, éviter d'être dépassé, se maintenir up-to-date, voire faire preuve de créativité et d'innovation en vue de se différencier. Outre les enjeux et les défis, l'action managériale est confrontée à des dilemmes. Faut-il aller dans un sens ou dans un autre? Choix difficile.
Faut-il chercher la flexibilité et le changement permanent? Ou est-ce qu'il faut assurer une certaine rigidité, une certaine stabilité? Faut-il avoir un comportement innovateur ou un comportement de suiveur? Faut-il chercher le financement externe ou compter principalement sur l'autofinancement? Faut-il se focaliser sur la rentabilité à court terme ou envisager une croissance à long terme? Faut-il adopter un comportement offensif en cherchant la conquête de plus de marchés, plus de clients, ou adopter un comportement défensif en préservant nos acquis, en fidélisant nos clients, en défendant la position actuelle? Faut-il garder l'identité et opérer seul ou chercher la coopération, les regroupements, les réseautages, voire même dans certains cas extrêmes, les fusions? Est-ce qu'il faut accorder la primauté au résultat ou est-ce qu'il faut accorder au contraire la primauté à la méthode, à la procédure, à la technique qu'on adopte? Faut-il au sein de l'organisation standardiser les méthodes de travail pour gagner plus de productivité, plus de compatibilité, faciliter la coordination? Ou est-ce qu'il faut encourager la différenciation, l'expression des talents, l'expression de nouvelles idées? Est-ce que l'organisation doit-elle chercher le upsizing, augmenter sa taille, chercher des économies d'échelle? Ou est-ce qu'il faut envisager au contraire le downsizing, réduire la taille des unités pour être plus flexible, plus réactif? On dit small is beautiful, but big is better. Voici des exemples de dilemmes où chaque élément du dilemme comporte des avantages et des inconvénients. Et le dirigeant et le manager doivent choisir vers quelle orientation s'orienter, vers quel axe faut-il privilégier. L'action managériale ne peut se concevoir que dans le cadre d'un environnement. Et c'est pour cette raison que cette action managériale doit être ouverte, intégrée dans l'environnement des affaires, ou encore dans son cadre institutionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par cadre institutionnel? Il y a le mot institutionnel, c'est-à-dire institution. En effet, notre environnement est composé de plusieurs institutions. Et c'est quoi une institution? Ça veut dire un espace dans lequel un ensemble d'acteurs interagissent sur la base de règles stables. On trouve comme institution, comme première institution, le marché, basé sur la loi de l'offre et de la demande. C'est le lieu ou l'espace dans lequel l'entreprise va trouver des débouchés pour ses produits, mais c'est aussi le lieu où elle va s'approvisionner en input. La règle d'or sur le marché, c'est la compétitivité. Ce marché se caractérise évidemment par un contexte plus ou moins concurrentiel. La deuxième institution, c'est le contexte légal. C'est l'ensemble des directives et des réglementations qui encadrent le comportement des agents économiques. C'est le contexte légal qui montre ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. Quels sont nos droits et quelles sont nos obligations? Quelles sont les dispositions incitatives et au contraire, quelles sont les dispositions qui dissuadent les agents économiques vers tel ou tel type de comportement? C'est le contexte légal à travers ces institutions qui assure l'arbitrage des conflits entre les agents économiques et qui donne par conséquent la crédibilité à l'environnement des affaires et qui joue un rôle important dans l'instauration d'un climat de confiance. Et le contexte légal a un rôle particulièrement important dans la transformation digitale et dans la mise en place du e-environnement, face aux problématiques de piratage, de hacking, de préservation des données personnelles, par exemple. La troisième institution, c'est la société, c'est-à-dire notre référentiel sociologique, qui est basé sur des normes à respecter obligatoirement, sur des valeurs, des principes et des convictions, et aussi sur des coutumes et des usages. Ce cadre institutionnel a été influencé par le développement des technologies d'information et de communication, qui ont permis de réduire les délais des processus, qui ont permis de raccourcir les distances, mais aussi une plus grande disponibilité d'accès à l'information. Ce développement des technologies d'information et de communication a permis de consacrer
une économie du savoir et de l'immatériel, où l'information constitue désormais la source de pouvoir d'influence et d'avantages concurrentiels. Maintenant, celui qui dispose de l'information, c'est celui qui dispose du pouvoir, d'influence bien sûr. Ces technologies ont permis aussi des gains de productivité, ont permis d'élargir l'éventail de comparaison et de positionnement et de benchmarking. Ça veut dire se comparer et se positionner par rapport aux organisations leaders ou par rapport à des organisations similaires. Ces technologies d'information et de communication ont permis aussi de favoriser la performance et la flexibilité organisationnelle. L'avènement de ces TIC a été aussi accompagné de plusieurs ruptures et de tendances technologiques qui ont été, comment dire, accentuées par le développement du numérique et digital. En effet, une première rupture se manifeste à travers des capacités informatiques exponentielles et à prix décroissant. Les capacités informatiques augmentent, s'accroissent, et les prix d'accès et le coût d'accès à ces capacités devient de plus en plus décroissant, avec plus de vitesse de calcul, des processeurs plus petits, plus puissants, des calculs plus rapides, plus précis, une accélération de la recherche et développement, la création de modèles prédictifs et en temps réel, une avancée vers plus de personnalisation, d'intelligence artificielle, vers le deep machine learning et l'exploitation des big data. Plus d'autonomie, avec des ordinateurs qui consomment moins et peuvent devenir plus mobiles, des voitures électriques, des drones, des énergies renouvelables et stockables. Plus de données, comme troisième tendance technologique, avec la multiplication des capteurs, des objets connectés, un stockage massif et peu cher, notamment au niveau du cloud. Plus d'automatisation, avec des robots, des assistants virtuels, toujours plus productifs et moins chers. Un service plus rapide et personnalisé. Des drones, des voitures qui se pilotent de manière autonome. La deuxième rupture se constate avec une connexion Internet permanente et plus rapide, avec un accès anything, anytime, any device. Un accès mondial, instantané, à tous les services, informations et contenus, avec le mobile et le haut débit. Un marketing 2.0, ou ce qu'on appelle aussi the everywhere commerce, où le marketing et le commerce se réinventent pour devenir omnicanaux et en temps réel, avec une expérience client plus simplifiée, plus riche, plus personnalisée. Et ce qui ouvre aussi la possibilité au Customer Relationship Management, le management de la relation client. Le client dispose désormais de plus de choix et avec une baisse des prix. Cette deuxième rupture aussi se manifeste avec une autre tendance technologique, à savoir la dématérialisation et la connexion aux objets connectés. Tout ce qui nous entoure et qui n'a pas été digitalisé, tel que la musique, l'information, la vidéo, devient connecté. Avec des objets, des bâtiments, des véhicules, des vêtements, des villes, et dans différents domaines tels que la santé, tels que aussi l'automobile, beaucoup de domaines. L'interopérabilité entre les objets et les plateformes devient la clé pour réinventer les chaînes de valeur et créer les effets de synergie. La troisième rupture concerne une expression, une collaboration plus facilitée à travers le web social et la mondialisation, qui favorise plus de transparence, plus de confiance, plus d'informations, plus d'échanges, plus de démocratie et plus de pouvoir pour ce qu'on appelle le consommateur. Le consommateur devient
acteurs. Le développement de l'économie collaborative et la désintermédiation. Parce qu'une fois connectés, les consommateurs collaborent, cofinancent, co-inventent, se prêtent, se vendent, sous-louent leurs compétences et leurs ressources qui sont en leur possession. Avec les blockchains, on assiste au développement de la désintermédiation, qui devrait toucher des secteurs comme la banque, la finance, l'immobilier, mais aussi l'administration publique. La troisième tendance, c'est l'entreprise 4.0 et les écosystèmes industriels, à travers la collaboration des entreprises qui se développent en interne et en externe, à travers des plateformes interopérables, interconnectées, qui partagent à travers ces plateformes une partie de la valeur dans le cadre de leur écosystème. La quatrième rupture se manifeste à travers une plus grande fusion entre le virtuel et le réel. À travers une première tendance que aussi l'apparition et le développement de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui enrichissent un tout petit peu nos vies en superposant le digital et le réel. Les impressions 3D, les makers, les Fab Labs, ce sont de nouveaux outils et lieux qui permettent à tous de créer des prototypes plus vite et moins chers, ou même de produire et de proposer des produits finis, configurables. Il y a aussi le développement des biotechnologies, des neurotechnologies, de la technologie de la génétique et des nanotechnologies. Le numérique permet de créer ou modifier des matériaux ou même le vivant, ce qui va révolutionner la santé, l'environnement, l'énergie, par exemple. La quatrième tendance au niveau de cette rupture, c'est le développement de la robotique, de l'intelligence artificielle, des voitures autonomes et des drones. Après l'industrie, la robotisation poursuit ses avancées à travers l'intelligence artificielle, à travers les voitures, à travers les drones autonomes. Ces technologies s'insèrent dans notre quotidien. Et peut-être même dépassera un jour l'être humain. Ainsi, l'action managériale s'opère dans un environnement qui comporte principalement 4 dimensions. Il y a l'environnement politique et juridique, qui devrait permettre d'assurer la sécurité des transactions, la gouvernance de l'Internet, mais aussi la mise en place d'un gouvernement électronique, the e-government, the e-governance. Il y a l'environnement économique, orienté vers la création de richesses, la dynamisation du circuit économique, tout en favorisant la compétitivité des entreprises. Il y a l'environnement social et culturel, qui devrait définir les conditions d'intégration à travers les normes, les valeurs et les coutumes. Le développement des technologies d'information, de communication, du digital et du numérique devrait tenir aussi compte des facteurs sociaux, tels que le coût d'accès, la valeur des services et de l'offre proposée, la facilité d'utilisation, la sécurité d'utilisation et la peur du consommateur de l'inconnu par l'utilisation de ces nouvelles technologies. L'environnement technologique nous appelle à, du moins, suivre le progrès, voire proposer des innovations. Et nous avons vu que cet environnement technologique est marqué par plusieurs ruptures. Le développement des capacités informatiques, la facilité de collaboration, la fusion de plus en plus constatée entre le monde virtuel et le monde réel, et les connectivités qui deviennent de plus en plus, permanentes et faciles à mettre en œuvre. Ainsi, nous sommes dans un e-environnement qui nous permet de publier, de partager, de communiquer, de collaborer et aussi de réseauter. Et face à ce type d'environnement, quel type de comportement stratégique faut-il avoir?
Est-ce qu'il faut avoir une attitude passive, c'est-à-dire un comportement attentiste, subir le changement et se limiter à évaluer l'impact de la nouvelle situation? Faut-il envisager une deuxième hypothèse, une deuxième attitude réactive qui se base sur une réponse immédiate, sans préparation préalable, une adaptation au changement avec les moyens disponibles et une attitude défensive limitée par les contraintes de la situation présente? Ou envisager une attitude préactive, basée sur la préparation à l'égard des événements prévisibles, une attitude préventive et prudente, afin d'éviter les problèmes attendus. Ou encore, aller vers une attitude de plus en plus proactive, qui manifeste un comportement délibéré et volontariste, une volonté de provoquer le changement, favorable vers une situation souhaitée, et donc influencer l'avenir. Le choix du type de comportement, la prise de décision, la connaissance de l'environnement dans lequel on se trouve implique nécessairement la pratique de l'intelligence économique et de la veille stratégique. En effet, l'action managériale dans le monde des affaires d'aujourd'hui ne peut pas être exercée sans la pratique de l'intelligence économique et de la veille stratégique. En effet, nous constatons des actions et des avancées de la part des concurrents. Nous constatons aussi des exigences et des attentes qui évoluent et qui changent de la part des clients. Même les fournisseurs changent leur offre en termes de prix, de qualité et de délai. La réglementation évolue. Des innovations émergent de part et d'autre. Des tendances économiques, politiques et légales se constatent. Parce que les pays, avec la globalisation, sont interdépendants, sont ouverts les uns sur les autres. Donc il fallait envisager la pratique de l'intelligence économique, qui englobe quoi? Une intelligence offensive et une intelligence défensive. Une intelligence offensive lorsqu'on cherche à influencer, lorsqu'on pratique le lobbying, lorsqu'on envisage à anticiper les crises et les gérer. Une intelligence défensive lorsqu'on veut protéger notre patrimoine matériel et surtout, de plus en plus, notre patrimoine immatériel, tel que notre savoir, notre compétence, notre réputation. La veille stratégique permettra d'éclairer le contexte, de clarifier les conditions dans lesquelles on évolue, pour permettre une meilleure compétitivité pour les entreprises. Cette intelligence économique et cette veille stratégique est d'autant plus importante que nous évoluons dans un environnement turbulent. Qu'est-ce que ça veut dire, turbulent? Ça veut dire des changements permanents et non maîtrisables. Ce qui fait que nous sommes confrontés à des aléas, des incertitudes. Et la prise de décision est problématique, avec des résultats non garantis. L'environnement est de plus en plus complexe à cause de l'accroissement du nombre de variables décisionnelles, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Ces variables doivent être prises en considération lors de la prise de décision. Ça ne rend pas la décision impossible, mais plus le nombre de variables augmente, plus la solution devient plus difficile à trouver. L'environnement aussi se caractérise par son hostilité, car la pérennité et la continuité de l'exploitation de l'organisation est menacée, compte tenu de l'intensité, voire de l'agressivité de la concurrence. Et pas uniquement la concurrence. Souvent aussi des changements au niveau de la réglementation peuvent mettre en péril la pérennité des organisations. Des crises conjoncturelles peuvent, et même sanitaires, ce que nous vivons actuellement, peuvent mettre en péril la performance et la pérennité des organisations. C'est pour cette raison que la pratique de la veille favorise la flexibilité, favorise la réactivité et favorise aussi l'innovation. En effet, lorsqu'on observe, lorsqu'on surveille l'environnement, ça nous permet de mieux nous adapter, de suivre l'évolution,
d'être disposé à remettre en cause les systèmes existants et adopter des systèmes nouveaux lorsqu'ils se révèlent plus performants et plus adéquats. C'est ça la flexibilité. Être open mind. Être ouvert aux nouveautés. Le comportement de veille permet aussi la réactivité. Ça veut dire la capacité à proposer une réponse rapide aux situations problématiques, aux évolutions de l'environnement et aux manœuvres de la concurrence. La réactivité suppose dans un premier temps une adaptation, mais aussi dans un deuxième temps un effort d'impulsion. Mais aussi, on ne peut pas innover si on ne sait pas ce qui a été déjà fait auparavant. Et donc, le comportement de veille permet, facilite, favorise la créativité et l'innovation en vue de créer le différentiel, que ce soit au niveau du produit, que ce soit au niveau du métier, ou que ce soit au niveau de l'organisation. La pratique de la veille implique plusieurs principes. Il faut d'abord cibler ses besoins. Dans quel domaine on voudrait pratiquer la veille? Quel métier? Quel secteur de l'économie? Quel besoin stratégique? Quel concurrent surveiller? Et pour quel objectif précis? Deuxième principe, la pratique de la veille implique l'identification des acteurs. Quels sont les contacts? Quels sont les acteurs? Quels sont les relais qui vont nous apporter l'information, que ce soit de manière formelle ou que ce soit de manière informelle? Troisième principe, il faut aussi récolter l'information. Et là, se pose la question des sources de l'information. Sources internes, sources externes, sources formelles, sources informelles. Donc, les sources d'information sont importantes dans la récolte d'informations. Et la récolte d'informations est supposée réduire le risque décisionnel. Il faut, une fois que les informations récoltées, analyser les données. Les données, ce sont des informations à l'état brut. Une fois traitées, elles se transforment en information. Et l'information ne peut se transformer en savoir que si elle est mise dans un contexte bien déterminé. Ces données, ces informations, ce savoir, bien sûr, ils sont destinés à être diffusés, à être partagés. Bien sûr, avec des degrés d'accès et de confidentialité différenciés selon les échelons de l'organisation, afin de soutenir l'action managériale. La pratique de la veille peut être exercée dans plusieurs domaines. Il y a la veille technologique, il y a la veille économique globale, il y a la veille concurrentielle, il y a la veille relative à l'évolution de nouvelles technologies d'information et de communication, il y a la veille concernant les tendances du marché, il y a la veille sur les brevets, ça veut dire les dernières innovations émergentes, il y a le renseignement informel, et aussi il y a une veille organisationnelle. Quelles sont les technologies organisationnelles adoptées actuellement? L'action managériale aussi devrait permettre de concrétiser une gouvernance loyale. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par une gouvernance loyale? Avant tout, la gouvernance d'entreprise est basée sur deux pôles, deux piliers. D'un côté, les dirigeants qui pratiquent le management et qui ont le pouvoir de décision. Et d'un autre côté, les acteurs économiques, ou ce qu'on appelle aussi les stakeholders, propriétaires, créanciers, salariés, clients, autorités publiques, qui ont un pouvoir de contrôle. La confrontation entre ceux qui ont le pouvoir de décision et ceux qui ont le pouvoir de contrôle devrait permettre la gestion des intérêts, d'éviter les conflits d'intérêts, amener les dirigeants qui ont le pouvoir décisionnel de prendre une décision tout en respectant les intérêts, les droits, les attentes des acteurs économiques. Cette gestion des intérêts a pour objectif de faciliter et de favoriser la création de valeur, la performance de l'organisation,
sa pérennité, mais aussi, très important, son rayonnement, son image de marque. Une organisation qui tient compte des acteurs économiques, c'est une organisation qui favorise son rayonnement dans son environnement. Et une relation de partenariat vis-à-vis des divers acteurs économiques. C'est pour cette raison que chacun des stakeholders a à la fois un intérêt particulier qu'il défend, mais se doit de respecter un intérêt partagé. Si on prend quelques exemples, on a le client, son intérêt particulier, c'est disposer des prix qui préservent son pouvoir d'achat, profiter d'une offre de qualité et être satisfait dans le meilleur délai. Si on prend le cas du salarié, il pense à la rémunération, aux conditions de travail et aux perspectives de carrière. Si on prend le cas de l'État et des pouvoirs publics, il s'intéresse au paiement de l'impôt et il demande à ce que les acteurs économiques contribuent à la paix sociale. Si on prend les bailleurs de fonds, les banques, les établissements financiers, leur intérêt particulier, c'est la rentabilité, c'est la solvabilité de leurs clients et la continuité de la relation. Mais tous, malgré leurs intérêts qui sont divergents, partagent quoi? L'importance que l'organisation avec laquelle ils opèrent soit viable, soit pérenne et qu'ils disposent de l'information, qu'ils sentent que l'organisation est engagée vis-à-vis d'eux et qu'ils profitent aussi d'une partie de la richesse matérielle créée par cette organisation. Ainsi, l'action managériale constitue aussi un équilibre entre, d'un côté, l'intérêt de l'organisation et l'intérêt des stakeholders. Une gouvernance loyale, c'est une gouvernance qui trouve l'équilibre entre l'intérêt de l'organisation et l'intérêt de ses partenaires, c'est-à-dire les stakeholders. Une gouvernance loyale, c'est une gouvernance où il y a absence d'abus. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie qui exploite et qui profite et qui abuse de sa position au détriment d'une autre partie. Bien sûr, si une partie abuse ou privilégie de manière ostentatoire ses intérêts par rapport à une autre partie, nous serons dans une situation défaillante, où la pérennité et la viabilité de l'entreprise seront menacées. Bien sûr, une situation où les deux parties, c'est-à-dire les stakeholders ou l'organisation, ne sont pas satisfaits, c'est une situation complètement défaillante qui devrait se solder soit par l'abandon de l'activité, soit par un re-engineering, une restructuration et une orientation globale et radicale de l'activité. Ainsi, une gouvernance loyale est basée sur 3 piliers. Un bénéfice et un revenu pour l'ensemble des partenaires et pour l'entreprise, création et répartition de la valeur. Le respect d'une éthique, c'est-à-dire un comportement basé sur des normes, des valeurs et des usages professionnels, et un exercice de pouvoir responsable basé sur l'implication dans le processus de prise de décision. Cette gouvernance loyale est aussi basée sur des principes tels que la transparence, tels que la participation, tels que ce qu'on appelle the accountability, ça veut dire l'obligation de rendre compte, tel que aussi le principe de responsabilité et aussi le principe d'équité, afin de favoriser une éthique managériale, un mode d'exercice du pouvoir, une répartition de la valeur créée et un contrôle et une évaluation de l'activité managériale. L'action managériale s'exerce dans le cadre d'un système de management. Lorsqu'on dit système, ça veut dire un ensemble de composantes qui sont en interaction. Chacune agit et réagit par rapport aux autres composantes. Avant tout, qu'est-ce que c'est que le management? Si on veut proposer une proposition ou une définition simplifiée, le management, c'est d'abord une finalisation, une organisation et une animation. Finaliser, ça veut dire quoi? Fixer des objectifs. Avoir une finalité, c'est-à-dire la création de valeur. Organiser, ça veut dire délimiter les responsabilités, définir des centres de responsabilité, répartir les ressources.
L'animation implique quoi? La pratique et l'adoption d'un style de leadership bien particulier. Cette trilogie implique 3 binômes. Le binôme finalité-organisation permettra de cibler, orienter et de planifier l'action managériale. Le binôme finalisation-animation permettra de mobiliser, d'impulser et donc de concrétiser l'action managériale. Alors que le binôme organisation-animation permettra de coordonner, de superviser et de diriger à travers un style de leadership l'action managériale. La première composante du système managérial ou du système de gestion, c'est l'éthique. La deuxième composante du système de gestion, c'est le mode de fonctionnement. Alors que la troisième composante principale du système de gestion ou du système managérial, c'est la procédure de régulation. L'éthique, elle influence le comportement. Le mode de fonctionnement nous renseigne sur les techniques, les méthodes opérationnelles adoptées. Alors que la procédure de régulation, comme le nom l'indique, permet de rectifier, de corriger, de modifier, de changer lorsqu'on constate des écarts suite à l'évaluation opérée. En effet, l'éthique, elle est basée sur la fonction des préférences des dirigeants. Que ce soit un manager, que ce soit un dirigeant public, que ce soit un manager dans le secteur privé, chacun d'eux exprime une préférence, montre l'exemple, définit une vision. Mais l'éthique aussi comporte aussi l'échelle de valeurs des stakeholders, qui défendent leurs intérêts, qui revendiquent, qui manifestent, qui médiatisent, qui pratiquent le lobbying, parfois aussi recours à la justice pour défendre leurs intérêts. L'éthique aussi, elle est déterminée aussi quoi? Par les valeurs de la société, les spécificités de la culture nationale, de la culture managériale locale. Pour faire fonctionner une entreprise, pour connaître son mode de fonctionnement, il faut 3 composantes principales. Le style de direction, c'est la manière avec laquelle le dirigeant mobilise des ressources, anime l'équipe de travail, impulse l'action, motive ses collaborateurs. Ce style de direction, il peut être autoritaire, il peut être participatif, il peut être basé sur la négociation. Le fonctionnement d'entreprise ne peut être conçu sans ressources. Parce que les ressources déterminent le potentiel et les capacités de l'organisation. Et par conséquent, la faisabilité des décisions et des actions managériales envisagées. On ne peut pas faire fonctionner une organisation sans un découpage organisationnel qui soit clair. Ça veut dire déterminer les centres de responsabilité. Enfin, la procédure de régulation consiste et vise à évaluer les performances individuelles et collectives, à apprécier les degrés d'avancement du travail et donc constater les éventuels écarts, dysfonctionnements, erreurs, abus. Dans ce cas, possibilité d'envisager des ajustements, des corrections, des changements, voire même des restructurations. Pour réguler, nous avons besoin de constater 3 éléments. 1, et le plus important, c'est le résultat réalisé. 2, le comportement adopté. Quel comportement, quelle manière, quelle méthode avons-nous adopté pour atteindre les résultats constatés? Et enfin, l'effort fourni, c'est-à-dire l'énergie dépensée, l'investissement, l'engagement manifesté dans le travail réalisé en vue de constater le résultat réalisé. C'est pour cette raison qu'une action managériale appropriée doit être associée au pilotage par la performance et à la création de valeur. Lorsqu'on dit pilotage, cela veut dire 3 piliers principaux. On ne peut pas piloter une organisation sans avoir une idée sur sa performance, son degré d'efficacité, son degré d'efficience et la pertinence de l'action managériale. Le pilotage doit s'appuyer sur une structure, ça veut dire des centres de responsabilité, un mode d'exercice du pouvoir, des procédures décisionnelles et une allocation des ressources.
Mais le pilotage aussi est basé sur une stratégie. Ça veut dire le comportement de l'organisation vis-à-vis de son environnement. Donc, les trois piliers du pilotage managérial, c'est la performance à travers des tableaux de bord, c'est la structure qui appuie l'équipe en train de mener son action managériale et une stratégie qui nous montre clairement quelle orientation avons-nous choisi. S'il y a un problème au niveau de la performance, si la performance n'est pas au niveau des attentes, c'est qu'il y a soit un problème au niveau de la structure, soit un problème au niveau de la stratégie. Ou pire, dans les deux, à la fois la structure ou la stratégie. C'est pour cette raison qu'un management maîtrisé, qu'une action performante et maîtrisée suppose la définition des objectifs, l'utilisation des moyens et l'atteinte de résultats mesurables. La relation entre les objectifs et les résultats permettra d'évaluer l'efficacité de l'action managériale, c'est-à-dire le degré de concrétisation des objectifs préalablement fixés. Le binôme moyen-résultat permettra d'évaluer et d'apprécier l'efficience de l'action managériale, c'est-à-dire la maîtrise des coûts, la lutte contre le gaspillage, l'identification des gisements de productivité. Enfin, la pertinence de l'action managériale permettra d'évaluer l'adéquation entre les objectifs à atteindre et les moyens à mobiliser. Et la pertinence est très importante au niveau de la planification. Lorsqu'on planifie, est-ce qu'il faut commencer par les objectifs et ensuite chercher les moyens? Ou au contraire, commencer par connaître quels sont nos moyens à disposition et par la suite définir les objectifs? Deux méthodes complètement opposées, mais la finalité reste toujours la même. Un management performant et la possibilité de créer de la valeur dans toutes ses dimensions. Justement, quelles sont les différentes dimensions de la valeur? Il n'y a pas uniquement la valeur économique. La pratique du management a évolué. On ne perçoit pas la création de valeur uniquement d'un point de vue économique et financier. Certes, il y a la valeur économique, qui consiste en la création de richesses matérielles, dans la réalisation de bénéfices, dans la réalisation de valeur ajoutée. Mais il y a aussi la valeur sociale. Ça veut dire quoi? La création d'une relation de partenariat avec l'environnement. Instaurer une relation de type gagnant-gagnant avec les stakeholders, en étant à leur écoute et en cherchant au maximum à les satisfaire. Cette valeur sociale permettra de contribuer à améliorer l'image de marque et le rayonnement de l'entreprise. Il y a aussi la valeur institutionnelle. Qu'est-ce que c'est que créer de la valeur institutionnelle? Qu'est-ce que c'est que rendre l'entreprise une institution? C'est créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. C'est de fidéliser les stakeholders et les partenaires à l'entreprise. Chaque stakeholder a le sentiment d'appartenir à l'entreprise. Et il y a enfin la valeur instrumentale. Il y a le mot instrument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être up-to-date, être à jour, éviter d'être dépassé, suivre le progrès, voire même innover au niveau des techniques utilisées, des méthodes de travail, des équipements et des outils et des connaissances. Donc, la création de valeur comporte 4 dimensions. La dimension économique, la dimension sociale, la dimension institutionnelle et la dimension instrumentale. Mais dans tous les cas, l'organisation, l'entreprise, la PME doit assurer sa viabilité, sa continuité, sa pérennité. Et pour ceci, l'organisation doit garantir 3 conditions essentielles. Avoir un marché, s'approvisionner et vendre ses produits et être compétitif, disposer des ressources pour pouvoir appliquer ses décisions, ses stratégies, ses politiques et ses décisions à court terme et à long terme, et aussi une organisation pour clarifier les responsabilités et permettre à chaque membre de l'organisation de connaître sa contribution à la création de valeur et à l'objectif final. Une organisation, une PME, une entreprise, une administration
qui faillit dans l'un et qui est défaillante dans l'un de ces trois éléments-là, ou plus qu'un élément, met sa viabilité et sa pérennité en danger. L'action managériale est aussi la pratique d'un leadership mobilisateur. Et je fais exprès de choisir le mot mobilisation et mobilisateur. En effet, la mobilisation des ressources humaines implique plusieurs leviers. La mobilisation des ressources humaines autour d'un projet implique une vision claire, ce que nous voulons être, nos rêves, nos intentions stratégiques. Implique aussi une mission qui est claire, ce que nous sommes, qu'est-ce qui justifie l'existence de notre organisation. Implique aussi des objectifs clairs, ça veut dire ce que nous voulons atteindre, mais aussi travailler ensemble sur la base de valeurs partagées, ça veut dire ce qui est important. Un leadership n'arrivera à mobiliser les ressources humaines autour d'un projet, autour d'un programme, que si il clarifie ces 4 leviers, à savoir la vision, la mission, les objectifs et les valeurs. En effet, comme vous le constatez, il peut y avoir plusieurs types de leaders. Il y a un leader motivateur, il y a un leader mobilisateur, et il y a un leader démobilisateur. Le cas de figure qu'il faut éviter d'être. Lorsqu'on est un leader mobilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relations avec les ressources humaines sont basées sur l'aspect social, sur la confiance, sur le soutien, sur le respect. Et la mobilisation est basée sur quoi? C'est sur une vision à long terme, une cause, des objectifs rassembleurs. Un leader mobilisateur, c'est un leader qui reconnaît personnellement et socialement ses collaborateurs. Et cette reconnaissance montre l'importance des aspects non financiers dans la motivation et la mobilisation des ressources humaines. Reconnaître le travail de quelqu'un, c'est reconnaître son mérite. Un leader mobilisateur, c'est un leader qui sait déléguer et responsabiliser, qui encourage la prise d'initiative et qui encourage la créativité, et qui cherche à développer le plein potentiel de chacun à travers le coaching et le mentorat. Un leader mobilisateur, c'est quelqu'un qui cherche à changer les choses par la remise en question, la stimulation des idées, et qui amène les individus à transcender leur intérêt personnel pour le bien du groupe. Cette mobilisation permet une motivation élevée, une coopération facilitée, un certain bien-être dans le travail et la création d'un stress positif. Le leader mobilisateur est un leader ô combien important dans la conduite des projets, des programmes, parce qu'on parle de plus en plus de management des projets, et dans l'orientation vers la création de valeur dans toutes ses dimensions. Bien sûr, il y a aussi le leader motivateur qui base son leadership principalement sur une relation contractuelle basée sur à la fois des performances à atteindre et d'autre côté des récompenses en contrepartie. Alors que le leader démobilisateur, le cas de figure qu'il faudrait éviter, c'est un leader qui a une faible intensité dans la relation avec ses collaborateurs, qui intervient uniquement dans le cas d'écarts et de problèmes, qui ne fournit pas d'objectifs, qui cherche toujours le maintien du statu quo, qui gère ses collaborateurs sur la base de la punition, de la réprimande et de l'absence de reconnaissance, qui n'intervient pour résoudre les problèmes que lorsque ces problèmes se transforment en crise, et qui ne déploie aucun effort pour le développement de ces ressources humaines. Le leadership
est un élément important pour la valorisation des ressources humaines, leur mobilisation, leur motivation, la canalisation de leur effort vers l'objectif escompté. Et c'est pour cette raison que le leadership doit se baser sur deux piliers. Une vision constante, claire, et l'exemplarité dans le comportement. Un leader défaillant est un leader qui n'a pas une vision claire, soit qui n'est pas exemplaire dans le comportement, soit les deux à la fois. Avoir une vision claire et constante, ça veut dire choisir une orientation, canaliser les efforts vers l'objectif escompté, responsabiliser l'ensemble des intervenants et identifier les handicaps à surmonter. Être exemplaire, ça veut dire c'est avoir un comportement conforme à des normes, des valeurs et des usages professionnels, c'est-à-dire un comportement éthique, en vue d'influencer et orienter le comportement à la fois personnel et de toute l'équipe de travail. La pratique du leadership, l'action managériale, doit aussi s'orienter vers la valorisation de ce qu'on appelle the knowledge management, le management des connaissances. En effet, le travail humain aujourd'hui a évolué. À l'ère industrielle, 80% du travail consiste à quoi? À suivre des règles et des procédures. Autrement dit, 82% du travail était standardisé. On ne laissait qu'une part minoritaire au jugement, à l'initiative. Or maintenant, à l'ère de l'information, la tendance est inversée. On demande aux ressources humaines, dans leur travail, de prendre des décisions, d'avoir de l'initiative, de porter du jugement. La part standard est devenue minoritaire. C'est pour cette raison que la pratique du management des connaissances favorise le développement du savoir et le développement des compétences. Et être compétent, cela veut dire quoi? C'est être capable de proposer des solutions aux problèmes nouveaux qui se présentent. Le management des connaissances a connu des évolutions. En effet, les stratégies réalistes sont désormais fondées sur l'environnement et les ressources, dont la principale, c'est le savoir-faire de l'organisation. L'économie est de plus en plus fondée sur les intangibles, les informations et les savoirs. La pérennité de l'entreprise est liée à la capacité de rester jeune en étant apprenante. L'expert est parfois une ressource plus rare. Et les deux, je veux dire les deux, l'expert et le dirigeant, manager, sont devenus importants. La mémoire de l'entreprise est dans la tête de chaque opérateur, mais aussi chez les fournisseurs, les partenaires, les clients, dans des bases et dans les bases de données. Les organisations évitent l'appropriation de la fidélisation par une personne. Si cette personne part de l'organisation, elle va partir avec les clients, avec les partenaires. Donc, il fallait garder la mémoire de l'entreprise au sein de l'organisation et qu'elle ne soit pas uniquement dans la tête de ses ressources humaines. Et c'est ce qui fait que l'enjeu actuel, c'est faire que le savoir dans la tête des ressources humaines soit sauvegardé, stocké, diffusé à l'intérieur de l'entreprise. La formation s'acquiert par le travail lui-même et elle est dispensée par de multiples personnages, canaux et médias, dont les formateurs et toute la hiérarchie devient formatrice. L'apprentissage doit se faire en continu, car cesser d'apprendre devient éliminatoire. Le management des connaissances se base aussi sur la valorisation de l'imitation, des meilleures pratiques, the best practices. Ça veut dire le développement du benchmarking. Se comparer, se positionner, imiter les meilleurs, imiter les leaders. Les compétences sont équivalentes à du savoir-faire, incluant savoir, savoir-être, et j'aimerais dire aussi savoir évoluer. Ça veut dire savoir changer du système lorsque le système s'avère obsolète et dépassé et adopter de nouveaux systèmes. La veille technique, commerciale, stratégique devient importante. C'est ce que nous avons évoqué dans l'axe précédent consacré à l'intelligence économique et la veille stratégique.
L'apprentissage d'une organisation résulte également de la création de savoir qu'elle effectue en son sein, d'où l'importance de l'innovation, au niveau du produit, au niveau du métier ou au niveau de l'organisation. C'est pour cette raison que l'entreprise apprenante ou l'organisation apprenante est basée sur plusieurs principes, à la fois fondateur et catalyseur. Qu'est-ce que ça veut dire catalyseur? Ça veut dire accélérateur, provocateur. L'entreprise apprenante est basée sur le principe de l'ouverture sur l'environnement, à travers le benchmarking et l'étude de marché, sur l'apprentissage individuel, en situation de travail, et aussi la formation en ligne, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. L'apprentissage organisationnel, à travers les systèmes d'information, le retour d'expérience, les processus de socialisation, les interactions avec les collègues au travail, groupe de travail, communauté, outils de gestion des connaissances. Mais aussi, l'apprentissage au sein de l'entreprise peut être accéléré aussi par la structure organisationnelle, à travers plus de flexibilité, le travail sur la base d'équipes de projet, la décentralisation et le travail sur la base de groupes ad hoc et informels. Une vision partagée qui donne une grande place à la formation, à la formulation d'objectifs et aux valeurs partagées. Et aussi, l'entreprise apprenante doit intégrer aussi l'importance de l'encadrement. L'encadrement, d'où le rôle important du middle management, qui fait la relation entre le top management et la base opérationnelle. Mais aussi, nous parlions du leadership, les leaders doivent soutenir leur équipe de travail et aussi tolérer les erreurs, ce qu'on appelle the safe phase. Ça veut dire, on ne peut apprendre par essai et par erreur. D'où l'importance de la part des leaders d'équipe de la supervision à distance. Ça veut dire laisser le collaborateur agir et n'intervenir que lorsqu'on constate qu'il s'écarte de l'orientation et des objectifs assignés. L'action managériale aussi doit s'inscrire dans l'air du temps, à savoir la transformation digitale. Et lorsqu'on parle de transformation digitale, ça veut dire aussi l'importance de la conduite, du pilotage et du management du changement. Dans cet axe consacré à la transformation digitale, nous allons nous référer à la matrice du Hub Institute, qui allie à la fois le processus de transformation digitale, basé sur 5 étapes, auditer, planifier, tester, déployer et optimiser, et sur aussi les composantes qui vont être affectées par la transformation digitale. Les composantes managériales, bien sûr, à savoir le leadership et le management, la culture et l'organisation, les technologies utilisées, les données, le marketing et l'expérience client, et aussi l'évaluation et la mesure. Le leadership, la culture et les technologies sont les composantes de la gouvernance digitale. Alors que les données, le marketing, l'expérience client et la mesure permettent de mieux apprécier l'engagement dans le digital. En effet, le processus de transformation concernant le leadership et le management consistera à auditer. Ça veut dire quoi? Développer une compréhension et une vision. Les leaders doivent commencer par faire un audit de la situation, comprendre quels sont les besoins et définir une vision, en vue de planifier une vision et une stratégie future. Le leadership doit encourager les tests, comme nous l'avons dit, à travers des expérimentations et l'acceptation des fail fast. Ça veut dire la possibilité de faire des erreurs et les corriger dans le cadre d'équipes de travail multidisciplinaires. Pour déployer la transformation digitale, il fallait que le top management donne l'exemple dans cette transformation et adopte ces techniques. La généralisation, la propagation du changement ne peut réussir que s'il y a l'appui du top management et du leadership. Pour optimiser l'orientation vers le digital,
il faut faire preuve de curiosité et améliorer les techniques et les éléments implantés par itération. Constater ce qui ne marche pas, l'améliorer et se réunir à nouveau pour reconstater quelles sont les erreurs et quelles sont les déficiences et encore une fois améliorer. C'est ça le sens de l'itération. La transformation digitale va toucher aussi la culture et l'organisation. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire un audit à ce niveau-là, afin de savoir quelles sont les normes, les valeurs, les usages à implanter au niveau de l'organisation et qui peuvent constituer des facteurs clés de succès. Aussi, il faut planifier sur la base de quoi? Des compétences qu'il faut avoir pour réussir dans la transformation digitale. Aussi, il faut tester et revoir les processus. Quels sont les processus qui sont en adéquation avec la transformation digitale et quels sont les processus qui sont dépassés et obsolètes. Mais la mise en place des nouvelles techniques liées au digital suppose un déploiement qui va être basé sur la formation et le suivi des actions. L'optimisation des techniques, l'optimisation du recours au digital, au numérique et aux technologies d'information et de communication ne peut être optimisée que si on instaure une culture de la collaboration. Au niveau de la technologie, l'audit consistera à identifier les nouvelles architectures à mettre en place au niveau des processus, à aussi impliquer la direction des systèmes d'information dans l'implantation des pratiques e-business et en testant les différentes techniques, notamment liées à la vente et au e-commerce pour le everywhere commerce. Bien sûr, le déploiement des techniques suppose le recours à différents moyens tels que le cloud, tels que le software as a service, tels que les applications de protocoles d'interface et aussi le recours aux objets connectés. Pour optimiser la technologie, il faut faire preuve d'agilité et d'innovation. La transformation digitale va concerner aussi les données. Et à ce niveau, il faut faire son data check-up. Ça veut dire de quelles données nous avons besoin, de quelles données nous disposons et quelles données faut-il se procurer. Il faut planifier aussi l'orientation vers le Customer Relationship Management et développer les Data Management Platforms. Bien sûr, l'usage de données implique un test. Quels sont les enjeux légaux? Quels sont les enjeux de sécurité? Et quels sont les enjeux éthiques? Et déployer les données en fonction du niveau d'utilité et du niveau de confidentialité à l'ensemble de l'organisation. L'optimisation du recours aux données devrait nous permettre de nous orienter vers le big data et la mise en place de modèles prédictifs. La matrice aussi prévoit aussi que la transformation digitale touche aussi la pratique du marketing et l'expérience client. Car il faut réapprendre à écouter le client. Qu'il faut revoir les contenus des services et de l'expérience client qui devient de plus en plus immédiate. Qu'il faut tester de nouveaux formats d'ordre, que ce soit au niveau du web social, qu'au niveau du mobile, qu'au niveau des vidéos. Donc maintenant, le marketing et l'expérience client, comme nous l'avons dit, il est omnicanal. C'est aussi revoir son média planning de manière omnicanale comme nous venons de le dire. Et s'orienter de plus en plus vers la pratique du marketing en temps réel. Ça veut dire connaître les besoins et aussi le feedback du client instantanément. C'est ce qui fait que le recours au digital transforme aussi l'expérience client. Enfin, l'évaluation et la mesure devraient permettre d'identifier les bonnes pratiques à travers le recours au benchmarking, de mettre en place et de planifier les indicateurs clés de mesure, ce qu'on appelle en anglais Key Performance Indicators, et aussi de tester à travers des analyses, à travers des indicateurs de mesure, la performance des différents outils, tout en mettant en place des tableaux de bord afin de permettre à tout à chacun, à toutes les ressources humaines, chacun dans sa responsabilité, de suivre sa performance. L'optimisation
des techniques liées au digital, du recours à la transformation digitale, suppose le recours au benchmarking afin de comparer sa performance, de comparer son expérience par rapport aux autres acteurs du marché. Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, l'action managériale ne peut être que la coordination entre des éléments internes et des éléments externes. Au niveau interne, il faut implanter un système de gestion basé sur une éthique orientée vers le client, la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des stakeholders, un mode de fonctionnement qui encourage l'empowerment, la valorisation des compétences et un leadership mobilisateur, et aussi une procédure de régulation et d'évaluation qui privilégie le pilotage par la performance. Au niveau externe, l'action managériale doit s'intégrer au sein de son cadre institutionnel, qui est composé du marché, qui se caractérise par un contexte concurrentiel, par la compétitivité et par la pratique du benchmarking, par un contexte légal où il y a une déconcentration du pouvoir décisionnel et aussi l'importance de mettre en place une réglementation et des directives qui encadrent le comportement des agents économiques tout en évitant de bloquer la pratique des affaires. Et un référentiel sociologique qui se caractérise par des mutations au niveau des normes, des valeurs et des usages et qui pousse l'entreprise à toujours à renouveler son offre et à suivre les nouveautés, voire innover. L'action managériale doit se baser sur une finalité, c'est-à-dire la priorité au résultat, sur un leadership entrepreneurial et mobilisateur, et sur le partage d'un savoir multidimensionnel, ce qui permettra aussi de définir les priorités et de cibler ses actions, et aussi d'influencer la prise de décision politique au sein de l'entreprise, et aussi de favoriser la prise de décision sur la base d'une méthodologie de résolution des problèmes de gestion. L'action managériale aussi doit s'appuyer sur la prospective, en scrutant l'avenir, en évaluant les situations futures plausibles et en envisageant pour chaque situation future les actions à mettre en œuvre. Donc, l'action managériale doit s'orienter de plus en plus vers un travail d'anticipation. C'est pour cette raison que l'objectif de l'action managériale, c'est la création de valeur, c'est l'amélioration de la position stratégique de l'entreprise au sein de son environnement, c'est la quête de la satisfaction des stakeholders, tout en valorisant les compétences distinctives de l'entreprise. Chères étudiantes et mes chers étudiants, je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir la possibilité d'interagir avec vous directement sur des problématiques liées à la pratique du management. Cela voudra dire que cette période difficile sera derrière nous, que Dieu vous protège, que Dieu protège notre beau pays. Au revoir.